Messieurs et dames, bien bonjour, bien bonsoir, bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Kifos-nous, le magazine de l'intelligence collective en action. Alors, nous continuons notre voyage au pays de l'intelligence collective et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Rita Bonheur de l'Union des femmes de la Martinique. Bonsoir Madame Bonheur. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et vraiment ravie d'être là avec vous. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Union des femmes, c'est presque une institution, je dirais. C'est devenu une institution. C'est une association qui fête cette année ses 80 ans. C'est 80 ans, oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'historique de cette association-là? Et puis surtout, quelles sont ses missions au départ? Quelles étaient ses missions au départ? Et quelles sont ses missions aujourd'hui? Alors effectivement, l'Union des femmes de Martinique fête ses 80 ans cette année. Donc elle est née en juin 1944. Juin 1944, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on en sort à peine. Hein. Et c'est vrai que la situation en Martinique, elle est difficile comme partout ailleurs, et en particulier pour les familles et les femmes. Donc il y a un groupe de femmes, on va dire autour du Parti communiste, qui décide de mettre en place une association qui va permettre aux femmes de se retrouver, de voir comment elles peuvent évoluer dans la société qui est difficile et difficile pour les femmes aussi, et puis qui se rassemblent aussi autour de qu'est-ce qu'on va faire de ce droit de vote qu'on est en train de nous donner. Donc, sous le dynamisme, on va dire, de Jeanne Léraud, qui était une militante sociale, une militante communiste, il y a donc une première réunion qui se fait en juin 1944 à la rue Garnier-Pagès, dans un petit salon, et c'est ainsi que naît l'Union des femmes, donc à l'époque qui s'appelle, c'est la section Martinique de l'Union des femmes françaises, puisqu'elle est rattachée à l'Union des femmes françaises, mais vers les années 70, en fait, l'UFM va prendre son autonomie, même son indépendance, pour s'appeler Union des femmes de Martinique. Alors, comme je l'ai dit, la première action de l'UFM, ça sera d'expliquer aux femmes, de faire des campagnes d'explication pour dire aux femmes, ce droit de vote, c'est le vôtre. Ce n'est pas celui de votre père, c'est pas celui de votre mari, c'est pas celui du prêtre, mais vous avez le droit d'avoir votre opinion et de l'exprimer à travers ce droit de vote. Voilà, et puis c'est aussi un contexte très familial en fait pour des situations très difficiles pour les familles. Donc les membres de l'Union des femmes de Martinique dans cette première phase, on va dire, vont être très préoccupés par la santé des familles, des enfants, des femmes, avec notamment, ce sont les membres de l'UFM qui ont lancé en Martinique ce qu'on a appelé la goutte de lait, c'est-à-dire les distributions de lait pour les enfants. Ce sont elles aussi qui ont lancé l'ancêtre de la PMI, avec des médecins bénévoles qui ont accepté de faire des visites gratuites pour les femmes qui n'avaient pas les moyens avec leurs enfants, et qui organisaient également, alors aujourd'hui on pourrait en sourire, et même pour des féministes se dire mais c'est quand même bizarre, mais le concours du plus beau bébé. Et le plus beau bébé, c'était quoi? C'était pas le bébé le mieux habillé, c'était une façon de sensibiliser les femmes à comment nourrir les enfants. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on donnait aux enfants? Du toloman pour leur remplir le ventre, mais pas tellement pour pouvoir vraiment se nourrir correctement. D'accord. Donc c'était une façon de sensibiliser les personnes et notamment donc les femmes, pour leur dire comment mieux nourrir vos enfants avec les produits du pays, etc., etc. D'accord, très bien. Alors, voilà, donc ça c'est une première phase. Une première phase, donc autour de Jeanne Léraud. Alors est-ce que vous pouvez nous citer d'autres grandes figures qui ont animé cette première phase-là? Oui. Et puis surtout, comment, en fait, quand ces femmes-là s'organisaient, avec quels moyens elles mobilisaient pour justement mener toutes les actions que vous nous avez décrites là? Autour de Jeanne Léraud, il y avait Rosette Eugène, Désiré Maurice Hugues Beaufond, Dora Montredon-Clovis, et puis Yvette Guiteau-Mauvois, qu'on connaît peut-être un peu plus. Ces femmes, c'était avant tout aussi, ce qu'il faut dire, c'est que cette union des femmes s'est créée avec des femmes du peuple.
C'est-à-dire que c'était vraiment avec un ancrage social très fort que nous continuons à avoir d'ailleurs, hein, parce que pour nous, eh bien, être féministe et être pour l'égalité, c'est être déjà pour de bonnes conditions de vie pour tout le monde dans la société. Et puis ensuite, c'est aussi, on sait bien que toutes les femmes n'ont pas les mêmes conditions de vie, n'ont pas les mêmes revenus et tout. Donc, nous avons un ancrage qui d'ailleurs s'entend à travers nos actions, notamment qui ne sont pas strictement féministes, on va dire, mais c'est de dire que dans la société, eh bien, et en particulier parmi les personnes qui sont les plus, qui en ont le plus besoin, en tout cas, eh bien, il y a partout il y a des femmes, donc partout il faut regarder les choses avec des yeux de femme. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? À l'époque, elle battait la campagne, hein, en bus, à pied. Donc, c'était pas seulement Fort-de-France, c'était non, pas du tout le territoire martiniquais. C'était sur tout le territoire et au fur et à mesure, donc, se sont créés des comités de l'Union des femmes de Martinique dans de nombreuses communes. Bon, on est arrivé à une trentaine de comités dans toute la Martinique et y compris à Fort-de-France, il y avait plusieurs comités également. Donc, chaque fois qu'il y avait 2-3 femmes qui étaient intéressées et qui voulaient faire des choses, eh bien, on créait un comité parce que ça permettrait d'être mieux ancrées dans la commune. Et ce sont ces femmes qui souvent étaient des femmes agricultrices, qui étaient des femmes marchandes, il y avait des institutrices également, etc., ouvrières, comme je l'ai dit, autour du Parti communiste, hein, quand même, il faut le dire. Eh bien, c'est ces rassemblements-là qui permettaient de toucher davantage les femmes, de toucher aux problématiques qu'elles rencontraient dans la vie de tous les jours et de pouvoir ainsi les mobiliser et continuer avec elles et se construire. Et comment ont évolué donc les missions de l'Union des femmes de Martinique avec l'évolution de la société martiniquaise et du monde? Bien sûr, bien sûr. Donc on va dire qu'il y a eu, après cette première phase, il y a eu une deuxième phase qui a collé avec les lois françaises, donc sur les lois sur la contraception, l'avortement, etc. en France. Et ici, c'était, ainsi que les droits sociaux, hein, également les allocations familiales, etc. Donc l'idée, c'était non pas de faire voter des lois, puisqu'elles étaient déjà votées, mais c'était qu'elles soient appliquées en Martinique et appliquées concrètement. Vous aviez une forte résistance des conjoints, des maris, hein, par rapport à la contraception, mais aussi de l'Église. Hein. Bon, rappelez-vous, enfin, pour ceux et celles qui le connaissent, moi, ma mère était institutrice, eh bien, moi, j'ai connu qu'elle faisait classe à des enfants qui avaient 12, 13, 14 frères et sœurs. Et quand on interrogeait la mère, elle disait Dieu y pourvoira. Voilà, donc avec 14 enfants. Et en plus, quand on demandait à l'enfant « Que fait ta maman ?» elle disait « Rien, elle est à la maison. » Avec 14 enfants. Bon, bref. Donc, il y a eu toute cette phase, justement, de rassemblement, de rassembler les femmes et de sensibiliser les femmes pour leur montrer tout ce qu'elles pouvaient tirer d'intéressant de ces lois, de ces droits sur la contraception, l'avortement, etc. Et puis, petit à petit, j'ai envie de dire, l'UFM s'est orientée plus vers la lutte contre les violences. C'est-à-dire que, bien sûr, ça a toujours existé. Et ça, c'est vers quelle année à peu près? Alors, c'est dans les années fin 90, c'est-à-dire en 98, il y a eu une nouvelle équipe aussi qui est arrivée à la direction de l'UFM. Et c'est vrai que ce problème des violences qui était du domaine privé jusque-là, hein, on n'en parlait pas publiquement, ça se cachait. Même quand on était au courant, il fallait pas en parler fort, il fallait laisser les gens se débrouiller entre eux, etc. Et puis, nous avons été de plus en plus sollicités, même par la gendarmerie et la police, pour nous dire voilà, on a une femme qui a été mise dehors de chez elle, quasiment nue, avec ses enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il y avait ailleurs des structures qui se montaient et nous nous sommes dit, pourquoi pas en Martinique? Donc, suite à une action militante assez dynamique, on va dire, auprès de la préfecture, hein, puisque nous sommes arrivés un jour après avoir reçu 2 femmes qui étaient toutes les 2 enceintes avec des enfants en bas âge qui avaient été mises dehors de chez elles. On s'est dit le lundi matin, nous, on va
aller à la préfecture avec ces femmes et on va demander au préfet qu'est-ce qu'on en fait. Donc, négociation, conciliabule, on a trouvé une solution provisoire, on va dire, pour ces femmes. Et nous, on a dit, ben, c'est pas seulement ces femmes-là, il y en a beaucoup d'autres. Donc, comment allons-nous essayer d'améliorer les choses en Martinique? Et c'est ainsi qu'on nous a dit, ben, comme vous êtes, vous voulez de quelque chose, ben, soyez porteuse du projet. Et voilà comment l'UFM s'est transformée, en fait, d'association uniquement militante en une association gestionnaire de structures, puisque nous, en 2000, nous avons créé un espace d'écoute, le premier en Martinique, pour les femmes en difficulté et victimes de violences, ainsi que d'ailleurs un centre d'hébergement cette même année. Et en 2000 également, nous avons commencé la première campagne annuelle de lutte contre les violences envers les femmes. D'accord. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de l'UFM, on dit « Ah, c'est l'association des femmes battues ». Exactement. Je sais que vous n'appréciez pas trop ça, puisque vous n'êtes pas que ça. On vous réduit souvent à cela, mais ce n'est pas... L'UFM aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, alors, mais je veux dire que c'est... Voilà, on nous connaît beaucoup pour cela, oui. Puisque nous avons beaucoup contribué à sortir la violence du domaine du privé et à en parler publiquement. Ça n'a pas été une chose facile, hein. Bon, voilà. Alors ensuite, eh bien, on va dire que nous avons voulu davantage sensibiliser sur tout le sexisme au quotidien. Alors bien sûr, les violences qui n'existent pas que dans le couple. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du sexisme? Qu'est-ce que c'est que le sexisme? Le sexisme, eh bien, ce sont tous les actes qui se passent et dont on est victime à cause de son appartenance à un sexe, tout simplement. Alors, ce sexisme, il peut être envers les hommes comme il peut être envers les femmes. Cependant, on va dire que très majoritairement, nous sommes dans une société dite patriarcale, c'est-à-dire où, eh bien, tout est fait, on va dire, à l'image masculine, hein, avec une domination masculine sur tout ce qui est décision, sur tout ce qui est fonctionnement, sur tout ce qui est réflexion, etc. Et donc, eh bien, les femmes sont davantage exposées à ce sexisme et ça s'exerce dans tous les domaines de la société. Je prends dès le berceau, quand on commence à parler des vêtements roses et des vêtements bleus, du choix des jouets, donc choix des jouets qui a un impact sur comment on pense sa scolarité et notamment ses choix de filière, par exemple. Hein, bon, on va se dire, moi, en tant que fille, faire tel métier, c'est pas vraiment pour moi, etc. Qui vont impacter donc sur les choix professionnels, ainsi que sur la vie professionnelle en général, puisque qui dit choix de métier dit après débouché professionnel possible ou pas, etc. Et donc, j'ai envie de dire que toute la vie est jalonnée. Donc là, j'ai parlé du cursus qui est dans le domaine professionnel, mais c'est partout. Quand on regarde les publicités, d'ailleurs, il y en a une sur lesquelles on est en train de commencer à réagir, là. Quand on regarde les clips, quand on regarde même au niveau des choix des politiques publiques, par exemple, il faut faire cette différence entre comment s'organise la vie d'une femme et s'organise la vie d'un homme, parce qu'on voit bien que les besoins ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple très simple, hein, sur les transports publics, par exemple. Il y a des statistiques qui montrent que les femmes sont les plus grandes utilisatrices de transports publics, parce que quand il y a une voiture dans le couple, enfin dans le ménage, la voiture, c'est l'homme qui l'a. Quand il n'y a pas de voiture, personne n'a de voiture. Et en plus, elles ont des trajets qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des hommes, de par les responsabilités familiales qu'elles ont. Je n'ai même pas parlé de l'éducation des enfants et des tâches ménagères, qui, malgré ce qu'on croit, restent encore l'affaire majoritairement des femmes.
Alors, je ne dis pas que les choses n'ont pas évolué, mais ça reste quand même majoritairement sur leurs épaules. Donc, par exemple, une femme qui va prendre le bus, eh bien, comme elle doit aller récupérer son enfant à la crèche, elle doit peut-être aller faire des courses pour les aînés, donc sa maman ou même sa belle-mère ou son beau-père, aller à la pharmacie pour récupérer les médicaments avant de leur donner, etc. Donc, elle aura un circuit qui ne sera pas le même que celui de l'homme. Donc, si on pense un transport public sans réfléchir à tout cela, eh bien, on passera à côté de la réponse aux besoins des femmes. D'accord. Voilà. Alors, et que serait la condition féminine en Martinique aujourd'hui, en 2024, si l'UFM n'existait pas? Non, nous n'avons pas, comment je vais dire, on n'aura pas l'outrecuidance de dire que nous sommes les seuls à faire des choses, mais je crois qu'effectivement, on peut dire en toute humilité que nous essayons en tout cas de peser sur cette société martiniquaise et de la faire évoluer. Alors, le sexisme, c'est aussi, par exemple, eh bien dans l'histoire, nous avons beaucoup contribué à faire parler de femmes dans l'histoire parce que, on a oublié les femmes, ce qu'elles avaient fait, leur participation à l'histoire. Pas seulement les héroïnes, mais aussi les femmes du peuple qui ont contribué. Par exemple, quand on parle des charbonnières du port de Fort-de-France, c'est nous qui avons proposé à la mairie de Fort-de-France d'inaugurer le rond-point du port. Et ça a été l'occasion de parler du travail de ces charbonnières et de recueillir l'émotion des enfants quand on a fait cette inauguration, parce qu'elles habitaient beaucoup ce qu'on appelle le monde Pichevin, c'est-à-dire vers les hauts du port. Eh bien, nous avons eu des enfants de charbonnières qui sont venus nous dire « Mais c'est merveilleux, c'est la première fois qu'on parle comme ça de ma mère, et parce que c'est un métier honteux jusque-là. » Donc voilà, ce sont des domaines, le travail, l'histoire, la santé, tout ce qui touche aussi à la santé des femmes particulièrement, comme la précarité menstruelle par exemple, eh bien ce sont des choses où nous essayons de sensibiliser et non seulement de sensibiliser, mais aussi d'aller plus loin. Donc, dans la structure que nous avons aujourd'hui, puisque pour parler de l'UFM aujourd'hui, eh bien, nous avons bien sûr ce pôle d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences qui a un site à Fort-de-France. Alors, avant de parler de l'UFM aujourd'hui, moi, je voudrais savoir, donc, vous êtes présidente donc de l'association UFM, qui a 80 ans, qui a contribué à, je dirais, changer la perception que cette société-là a de la femme et du rôle de la femme dans la société. Et je voudrais savoir quelles sont les forces, les forces que vous avez, vous, et puis les personnes qui vous ont précédé aussi, ont dû mobiliser pour obtenir ces résultats-là. Eh bien, je crois que la grande force de l'UFM, c'est le collectif, en fait. C'est ça. C'est l'esprit collectif. C'est l'esprit collectif parce que moi, j'ai envie de dire que nous sommes une association militante. Et militer, c'est déjà avoir une vision collective de la société et de la façon dont on peut changer la société. Bien sûr, le travail de chaque individu est important et on peut agir individuellement, mais ça n'a pas du tout le même impact que bien quand on peut faire les choses ensemble. Et ensemble, ça crée une dynamique qui fait bouger, qui permet de bouger et qui attire aussi, en tout cas, d'autres personnes pour venir participer à ce mouvement. D'accord, très bien. Voilà. Alors, le nom de cette émission-là, c'est Qui fausse nous. Donc, on a identifié la force, donc l'esprit collectif. Oui, l'esprit de solidarité, l'engagement, la solidarité. Et puis, j'ai envie de dire, un socle commun aussi, parce que pour être ensemble, il faut avoir un projet commun. Voilà. Donc quelles sont les valeurs communes que vous partagez justement avec toutes ces femmes qui se sont engagées, qui ont créé l'Union des femmes, et puis qui la font vivre aujourd'hui. Et puis, est-ce que vous avez des hommes qui sont membres de l'UFM ? Alors, les valeurs communes, eh bien, c'est déjà la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités. C'est la lutte contre les violences également. C'est le respect, la dignité des femmes. Mais c'est aussi de vouloir que notre société soit une meilleure société pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on dit qu'on refuse les inégalités entre les femmes et les hommes, bien sûr, mais on refuse toutes les inégalités et toutes les discriminations. Je prends l'exemple, par exemple, des luttes LGBT, puisque nous étions il y
la semaine dernière sur le 17 mai, donc la journée internationale LGBT, eh bien, nous partageons aussi ce combat parce que la communauté LGBT, ben, elle est aussi victime de discrimination et de violences qui ressemblent beaucoup aux violences que subissent les femmes. Donc, nous voulons un monde meilleur, une société meilleure pour tout le monde. Et dans cette société meilleure pour tout le monde, bien sûr, ben, pour les femmes en particulier. Donc oui, nous avons des hommes. Donc les statuts de l'UFM prévoient que les hommes peuvent venir avec un statut de sympathisant. Mais ce que nous voulons dire aussi, c'est que nous nous adressons aux hommes. Il ne s'agit pas pour nous de nous adresser que aux femmes, parce que nous pensons que ben, les hommes font partie du problème, donc ils font partie de la solution aussi. Et si on veut, dans une société où il y a femmes et hommes, si on veut avancer, ben, il faut aussi sensibiliser les hommes. Il faut aussi que les hommes s'emparent de ces problématiques et se disent qu'ils ont à agir, et nous le croyons fortement, qu'ils ont à agir aussi pour changer les mentalités. D'accord, très bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, quelles sont donc les forces donc de l'UFM? Comment l'UFM est-elle organisée? C'est combien de bénévoles, combien de salariés? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, donc, nous avons une structure qui comprend une douzaine de salariés, avec donc plusieurs pôles. Hein. Comme je l'ai dit, un pôle accueil et accompagnement pour les femmes victimes de violences. Donc nous avons un lieu d'accueil sans hébergement qui est à Fort-de-France, à la rue Isambert. Et nous faisons également des permanences dans les communes parce qu'il est important d'aller vers les femmes qui, pour diverses raisons, y compris économiques, mais aussi de contrôle, hein, ne peuvent pas forcément venir à Fort-de-France. Donc nous avons actuellement, nous sommes en train de signer une convention avec l'ensemble des maisons France Service. Il y en a 17 à peu près sur le territoire. Donc ce qui nous permet de faire des permanences dans ces maisons France Service de façon régulière, ce qui est quand même une force. On parlait de partenariat, enfin les partenariats de l'UFM, c'est aussi une force. Construire des partenariats avec d'autres pour mieux agir, ça fait partie de nos lignes de force, on va dire. Voilà. Et puis depuis une douzaine d'années maintenant, nous avons formalisé un pôle formation-prévention parce que c'est très important d'aider les femmes, mais si on veut faire évoluer les mentalités, il faut faire plus. Donc nous faisons, avec ce pôle, nous avons 2 formatrices spécialistes en genre qui font à la fois de la prévention auprès des jeunes en établissement scolaire, mais aussi auprès des adultes, soit des sensibilisations, soit des formations, donc auprès de tous les publics d'adultes notamment, eh bien en formation, comme les écoles paramédicales par exemple, où c'est obligatoire maintenant de comprendre le cycle de la violence et de savoir comment faire avec des patientes qui sont victimes de violences, mais aussi des collectivités, des entreprises à caractère social, des policiers et policières municipales, police nationale, etc. Parce que, eh bien, ce sont des professionnels qui sont appelés à croiser ou à rencontrer ou à accompagner des personnes, des femmes victimes, et qu'il leur faut comprendre comment ça se passe, comment les recevoir, comment déceler, comment répondre, etc. Mais aussi sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, aider notamment les entreprises à mettre en place des plans d'égalité, par exemple, des plans de lutte, de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Voilà. Donc, ce deuxième pôle, formation-prévention. Et puis, nous avons un troisième pôle, on va dire, qui est plus militant, hein, puisque nous sommes aussi avant tout des militantes, avec des actions grand public, des conférences, débats, des marches, des manifestations, des émissions radio, télé, etc. On interpelle les pouvoirs publics. Nous avons aussi donc différentes thématiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, comme l'histoire, comme la santé, comme le travail, etc. Voilà, à ce sujet, donc on vous voit souvent lors des manifestations, par exemple,
demandant donc des réparations contre l'empoisonnement au chlordécone lors de la fête des travailleurs, la journée internationale des travailleurs, et puis aussi même pour des sujets internationaux comme ce qui se passe aujourd'hui donc à Gaza. Donc vous n'êtes pas seulement, je dirais, concentré sur la Martinique et sur la condition féminine. Vous faites un lien entre les femmes et la société martiniquaise et le monde. Mais on fait un lien parce que le lien, il existe objectivement, en fait. Pourquoi, par exemple, on s'est engagé sur la thématique du chlordécone? Eh bien, parce que des femmes sont aussi victimes du chlordécone, et notamment les ouvrières agricoles. Aujourd'hui, quand ça a commencé, on parlait beaucoup, avec raison, du scandale et des cancers de la prostate, dont le nombre était exponentiel chez nous. Mais nous avons contribué à montrer l'impact du chlordécone sur les femmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cancer de la prostate, il est reconnu comme maladie professionnelle. Mais qu'en est-il de toutes les ouvrières agricoles qui ont distribué à main nue, qui ont envoyé à main nue ce produit, qui sont victimes, elles aussi, de problèmes de santé? On n'en parle pas. On ne parle pas non plus, puisque c'est un perturbateur endocrinien, des pubertés précoces, par exemple, qui sont... Aujourd'hui, on a des enfants de 8 ans qui ont leurs règles dans le primaire. Et les enseignants et enseignantes ne sont pas préparés à ça, ni les enfants d'ailleurs. Donc voilà. Mais aussi de la charge mentale que ça représente pour les femmes. Parce que, en dehors de leur santé à elles, elles doivent s'occuper, par leur rôle dans la société actuellement, des enfants. Et une étude récente a montré que nous avions un taux de trouble 10 chez les enfants qui est beaucoup plus important qu'ailleurs, que dans l'Hexagone par exemple. Qui s'occupe d'emmener les enfants chez l'orthophoniste, chez l'orthoptiste, de faire les démarches auprès de l'éducation nationale pour faire reconnaître ces handicaps? Très souvent, ce sont les mamans. Et qui, pendant très longtemps, on a culpabilisé en leur disant « vous ne vous occupez pas suffisamment de votre enfant, c'est pour ça qu'il travaille mal à l'école, etc. » C'était encore les femmes. Donc, nous avons contribué à montrer, si vous voulez, un angle de lecture concernant les conséquences du chlordécone en Martinique sur les femmes. D'ailleurs, il y a un petit film sur notre chaîne YouTube qui retrace tout ça. D'accord. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à le regarder. Et puis, c'est vrai, l'aspect international, il nous touche aussi parce que c'est la condition des femmes. On sait, aujourd'hui, bien sûr, ça touche tout le monde en Palestine, mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont touchés, qui sont tués, et notamment les conditions de santé également. Il y a un article qui est sorti dernièrement qui montre le taux d'avortement lié à la situation qui existe en Palestine. C'est une situation qui est terrible. Et j'ai envie de dire qu'en tant qu'humaniste également, on ne peut pas rester sans rien dire par rapport à ces situations. Désengagé, très bien. Merci beaucoup, Madame Bonheur. Le temps est parti, est écoulé, les akakouri, comme on dit chez nous. D'accord. Donc, merci beaucoup. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent en savoir en plus, vous avez un site internet, vous cherchez Union des femmes Martinique sur Google, et puis vous pourrez donc contacter l'UFM. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de votre attention. Alors, on le savait déjà, l'UFM, c'est en force pour Martinique, mais on le sait encore plus. Merci beaucoup et puis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.